Repère de l'autre rive. La vraie histoire de Canou, la sorcière aux 1000 visages. Édité par Kalara Tétan, le livre sans prix. Note sur l'éditeur. Dans un contexte de vie où les repères se dissipent continuellement, dans une réalité où l'ego trinque à l'apothéose de la matérialité, Kalara Tétan, le livre sans prix, se propose de puiser dans la connaissance ancestrale afin d'offrir un peu de nourriture pour l'esprit. La connaissance étant partout disponible dans l'univers, les contenus édités par Kalara Tétan n'ont pas de prix, car ils ne sont pas en vente. En revanche, ils ont de la valeur. Et cette valeur est déterminée par le bénéficiaire que vous êtes. Toute demande, contact mail kalaratétan, tout attaché, @gmail.com. Rejoignez la chaîne Telegram Kalara Tétan, le livre sans prix. Mon histoire commence par mon arrière-grand-mère, qui l'a reçue de son arrière-grand-mère et elle-même de son arrière-arrière-grand-mère, et ainsi de suite. À l'origine, mon peuple vient de l'un des 12 temples de la terre connue comme l'Égypte antique. Nous étions affiliés à Péséchet et maîtrisions l'art de la médecine. Nos parents, et de manière générale les adultes, étaient toujours très patients et pleins d'amour. Nous vivions ensemble sur une terre que j'appellerais notre village, la notion de pays n'existant pas à cette époque. Nous vivions sur une terre où nous avions tout. La richesse, la grandeur, l'estime et l'amour de l'autre. Nous avons dû migrer car beaucoup de choses se sont passées qui ne m'ont pas été racontées. Plus tard, je suis né sur une petite terre côtière à une dizaine de kilomètres de la mer d'Afrique occidentale, dans la région du Nigeria actuelle. Nous étions des pêcheurs et vivions de la pêche. Nous faisions la grande pêche à la mer et la petite pêche dans les rivières alentours. Nous vivions heureux et en harmonie avec nos voisins qui nous appréciaient en retour. Nous n'avions pas de problème particulier. Nos parents faisaient preuve de beaucoup de patience pour nous raconter et nous apprendre la vie. Mais un jour, tout a basculé. J'avais 15 ans. D'abord, nous avons vu passer des étrangers sur nos côtes. Mais ils ne s'attardaient pas. Alors on n'y a pas vraiment prêté attention. Puis, un jour, durant une nuit plutôt fraîche, il y a eu des cris, des torches, du feu, de l'embrasement. Tous les gens du village se sont vus regroupés au centre du village. Les plus vieux étaient tués sur place, ce qui instilla une forte peur en nous. Les plus vigoureux étaient gardés. Les jeunes enfants aussi étaient gardés, mais les nourrissons étaient tués. Je me souviens m'être réveillée sur une plage avec des chaînes au cou. Nous avons été embarqués sur un bateau et nous nous sommes retrouvés plus tard sur une autre terre. Celle-ci avait malgré tout quelques similitudes en termes de plantes avec celle que nous avions quittée. En effet, ma grand-mère, qui était guérisseuse par les plantes, m'avait enseigné la science de celle-ci. Il y avait donc certaines plantes que je reconnaissais. C'est pourquoi, pendant un certain temps, j'ai pensé que nous étions toujours sur ma terre natale. Mais non. Le climat était différent et il y avait beaucoup d'autres différences.
comme la durée des saisons. En Afrique, nous avions deux saisons principales, la sèche et la pluvieuse. Or ici, la saison des pluies était plus longue de 2 mois et la pluviométrie plus importante. La saison sèche était plus humide et étouffante par rapport à ce que je connaissais. Le temps des cultures était également plus long de 2 mois. Le sol était riche, mais il n'avait pas le même écosystème que celui de ma terre natale. C'était l'Amérique du Nord. Il y eut des cris, il y eut de la violence, des coups. Il y eut de nouvelles langues que nous ne comprenions pas. J'eus un maître, un Anglais. Le maître était propriétaire de plusieurs plantations de plantains, de bananes, de canne à sucre, de blé et de coton. Outre son unique enfant et sa femme, il était assisté de 5 contremaîtres et de 10 fouetteurs blancs. L'expérience d'avoir des gardes noirs dans les champs s'était révélée un fiasco, car ces derniers laissaient s'échapper des fuyards et faisaient preuve de trop d'indulgence au goût du maître. Tous les gardes étaient donc des blancs, à raison d'un contremaître et de 2 fouetteurs par plantation. Je me retrouvais sous la protection de ce beau monde avec d'autres personnes dans la même situation que moi. Mais nous ne venions pas tous du même village d'Afrique. Nous ne nous comprenions pas, car nous ne parlions pas tous la même langue. En réalité, nos ravisseurs avaient sciemment séparé les personnes partageant la même langue afin d'éviter qu'on ne se regroupe et se réunisse. Malgré tout, nous arrivions à communiquer par le biais des signes. Hormis quelques guerriers qui encourageaient à combattre et en payaient cher le prix, la plupart s'étaient résignés à leur sort. Le mode était à la survie. Ne pas se faire remarquer, éviter les coups, survivre. J'eus un nouveau nom, que ma mémoire s'est empêchée de retenir pour me dissocier de l'asservissement. Ne pas répondre à l'appel de ce nouveau nom m'a naturellement valu moult châtiments. Mais c'était là le prix de mon intégrité identitaire. De retour en Afrique, je m'appelais Kanou, c'est-à-dire celle qui est aimée de toutes et de tous. Je ne pouvais admettre d'autre nom que celui-là donné par mes parents. À 15 ans, je suis forcée de travailler dans les champs de coton. Bien sûr, chez moi, sur les côtes africaines, je travaillais déjà, car cela faisait partie de notre manière de participer à la communauté au quotidien, mais pas de cette façon-là. Un an après mon arrivée dans la plantation, un jeune se brûla gravement. Il avait touché du fer chaud par inadvertance, et celui-ci lui avait brûlé la main droite jusqu'à l'os. D'abord, le maître décida de lui couper le bras. Je le suppliai de ne pas le faire, car avec un bras en moins, il deviendrait rapidement un esclave inutile et il se trouvera toujours une raison de le tuer. Alors, pour sauver sa vie, je dis que je pouvais le soigner et que pendant sa convalescence, je ferais ses tâches à sa place. J'ai dû faire une faveur sexuelle au maître pour que le jeune ne soit pas tué. Alors je pris le temps d'aller chercher des plantes que j'avais reconnues comme étant des plantes cicatrisantes, revigorantes et réparatrices de tissus. Je les soignai pendant 2 ou 3 mois. Et dans ce laps de temps, je m'attelai distraitement à une autre tâche. Je cachais par-ci par-là des choses pour lui, car je voulais qu'il s'évade.
Je savais que sa guérison deviendrait inévitablement un problème pour moi. On allait me traiter de sorcière, vu que j'avais réussi à reconstruire ses nerfs, sa chair et tout le reste grâce aux plantes. Alors, pendant que je le soignais, j'ai caché certains éléments dans la nature pour assurer sa survie pendant son évasion. Au bout de 3 mois, il s'est rétabli. Et un soir, je lui ai dit, « Dans 2 jours, tu te sauves. » J'avais calculé qu'à ce moment-là, le maître sera en déplacement pour assister à une cérémonie. Et la majorité des gardes sera occupée à nous surveiller. Mais surtout, la surveillance serait relâchée. Il nous surveillerait à distance et non pas de près comme d'habitude. Il avait donc la possibilité de fuir. Je lui ai indiqué les endroits où j'avais déposé les différentes choses à son intention. Il s'agissait par exemple du nécessaire pour échapper au reniflement des chiens. C'était un vêtement que j'avais fabriqué avec des excréments et qui camouflait les odeurs corporelles de sorte que les chiens étaient incapables de vous détecter. Il a réussi à s'enfuir. Et comme sa fuite fut un succès, j'ai été arrêté. On a exigé de moi que je dise où il était parti et qui l'avait aidé. On m'a fouetté, fouetté, fouetté. On m'a gravé au fer. On m'a tailladé la peau. Et comme le maître voyait que je ne parlais toujours pas, il a eu la bonne idée de faire un jeu. Oui, il appelait cela un jeu. Il a fait de moi un jouet sexuel. À tour de rôle, le maître passait. Après lui, il faisait passer ses gardiens et parfois ses invités. J'étais devenu pire qu'un animal. Même un chien était mieux traité. J'étais devenu un chiffon, sale, toujours attaché, enchaîné. Un jour, un des gardiens, peut-être sous l'emprise de l'alcool, a oublié un petit couteau élimé. J'ai récupéré ce couteau que j'ai caché sous le tas de fourrage qui me servait de couche et logis. Alors, j'ai commencé à préparer ma vengeance, ma fuite. Je n'avais jamais abandonné l'idée de m'échapper un jour. Mais la résistance au début de la séquestration ne fait que décupler la violence du bourreau. La résignation qui s'ensuit vous engouffre dans un tel désespoir que seul l'espoir d'un jour meilleur vous empêche de perdre pied. Ce couteau émoussé était une lame de lumière dans les ténèbres de ma captivité. Cela m'a pris 4 mois. 4 mois au cours desquels j'ai discrètement limé le couteau sur les barres de fer qui retenaient mes chaînes. 4 mois durant lesquels j'ai appris à reconnaître et mimer les habitudes de mes visiteurs. Le bruit de chaque pas, le son de chaque voix, le temps de chaque passage. L'état de captivité nous amène à développer un certain nombre de compétences grâce à l'instinct de survie. J'ai donc minutieusement organisé mon échappatoire de ce jeu qui a perduré 3 ans environ. Arriva un soir où le maître décida de se mettre à son jeu favori. J'étais prête. Comme d'habitude, c'était toujours lui qui passait en premier. Il vint donc m'honorer de sa présence. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de me toucher, je lui tranchai la gorge tout en mettant ma main sur sa bouche pour éviter la fuite d'un son. Ma besogne terminée, j'imitai sa voix
pour appeler au suivant. En effet, c'était l'habitude du maître d'appeler au suivant quand il en avait fini avec moi. Et les autres l'avaient naturellement adopté. Alors j'appelais au suivant à chaque fois en prenant soin d'imiter la voix de celui qui venait de goûter au tranchant de ma revanche. Il y avait au moins 7 gardes et chacun d'eux y est passé. Je les ai tous tués. J'ai coupé leurs parties intimes que j'ai accrochées à la porte de cette chose qui me servait de résidence et je me suis enfui. Quand ma disparition a été constatée, ils m'ont recherché, mais j'étais déjà bien loin. En effet, quand le maître se mettait à son jeu favori, il lui arrivait de passer 2 à 3 jours au même endroit. Ce qui fait que son absence n'a pas tout de suite été remarquée. Ce n'est qu'au bout de 3 jours qu'ils ont retrouvé les corps en décomposition. J'étais parti. J'étais devenue une laideur qui ne pouvait plus se montrer au monde. Alors j'ai décidé de vivre dans la forêt. J'ai sillonné la forêt. Sur mon parcours, je me suis arrêtée au bord d'une étendue d'eau qui coulait. Là, j'ai formulé une demande. J'avais le désir de savoir si, malgré toutes ces années de souffrance, le jeune que j'avais aidé avait réussi à s'enfuir et était libre. J'ai demandé à l'eau, j'ai demandé à l'air, j'ai demandé au feu, j'ai demandé à la terre. Je leur ai demandé de juste me donner de ces nouvelles. Je n'avais aucun dessein de vengeance, si ce n'est celui déjà achevé de tuer tous mes bourreaux. Je voulais juste savoir s'ils s'étaient bien échappés. Et j'ai reçu par le vent qu'il avait réussi et qu'il s'était installé quelque part très loin, le Canada. Là-bas, il ne vivait pas la torture ni les violences. Alors j'ai trouvé la paix. Mon seul désir avait été de savoir si le jeune avait été sauvé. Et cette réponse positive du vent m'a apaisée. À partir de là, j'ai accepté toutes les souffrances que j'avais subies, parce que je savais désormais qu'il avait survécu et eu une descendance. Alors je suis devenue une âme errante dans la forêt. Pas morte, je me déplaçais juste d'un coin à un autre de cette immense forêt sans discontinuer. J'ai erré longtemps. Cela m'a valu le surnom de la errante de la forêt. Très souvent vêtue d'un drap blanc, j'en ai effrayé plus d'un. Connaissant la nature, je vivais des plantes et de tout ce qui m'entourait. Le sommeil m'avait déserté. J'avais du mal à dormir car je me sentais toujours en danger. En fin de compte, j'ai réussi à trouver un petit endroit, quelque part dans la forêt, où j'ai construit une petite cabane. J'ai vécu très longtemps dans la forêt. J'y ai vieilli. Et je suis morte seule, entourée de la nature, mais sans aucun humain pour me pleurer. Je ne suis pas sûre qu'on ait jamais retrouvé mes restes. J'ai eu des visiteurs qui sont passés par là, majoritairement des esclaves en fuite, toujours des Noirs. Ils ne restaient jamais longtemps, juste le temps que je les soigne du mal dont ils souffraient, et ils reprenaient leur chemin. J'ai croisé les peuples autochtones de ces terres, les Amérindiens, mais je n'ai pas vécu avec eux. Ma laideur physique faisait de moi l'objet de tous les rejets. Je faisais peur. Mon histoire fut contée. Elle fut contée de manière à me présenter comme une criminelle qui a massacré son maître et ses contremaîtres.
J'étais vraiment une mochetée. Mon visage était déformé par de multiples balafres et entailles. Mon corps aussi en était couvert. C'est peut-être pour cette raison que mon histoire s'est progressivement transformée en mythe et légende. On me connaît à travers le monde comme la Dame Blanche, la errante de la forêt, la sorcière aux 1000 visages, etc. De nombreux mythes m'ont entouré et continuent de m'entourer. Pourtant, je suis partie depuis des lustres. Bien que la sorcière aux 1000 visages corresponde plus à ma réalité physique, le mythe de la Dame Blanche est certainement le plus connu et ne conserve de vrai que la part de violence subie et la part secourable de mon caractère. En effet, j'y suis présentée comme une femme blanche, ce qui ne peut être plus faux. Il faut savoir qu'à la base, ce qu'il y avait de blanc dans cette histoire, ce sont mes vêtements blancs et les palmiers blancs. Des vêtements blancs et des palmiers blancs ont construit l'image de la Dame Blanche. Par la suite, ce nom a également été lié à des histoires similaires de violences souvent injustifiées et disproportionnées envers des femmes à travers le monde. Mon histoire se veut une réponse à cette question que se posent beaucoup de ceux dont le peuple a subi des atrocités et continue d'en subir. S'agissant des Noirs dont je fais partie, cette question est de savoir pourquoi. Pourquoi malgré toutes les souffrances que le Noir a subies et continue de subir, il ne recherche ni la vengeance, ni la destruction, ni de rendre l'appareil à l'assaillant. Pourquoi est-il toujours dans la compassion? En réalité, cette douleur, cette souffrance, cette injustice, après l'acte d'acceptation, devient inexistante. La patience et l'amour qui définissaient mon peuple, et dont tout Africain est le prolongement, détournent définitivement de la haine et nous ouvrent à une certaine maturité d'esprit. Merci d'avoir écouté Repères de l'autre rive, la vraie histoire de Kanou, la sorcière aux 1000 visages. Ce livre n'a pas de prix, mais il a une valeur. Ce livre vous a été bénéfique? Merci d'en faire profiter d'autres autour de vous. Vous pouvez aussi faire un don à l'association Kalaraté-Tan, le livre sans prix, pour soutenir son action. Contact mail kalaratétan, tout attaché, @gmail.com. Chaîne Telegram Kalaraté-Tan, le livre sans prix.